Notre invité Emmanuel Todd, anthropologue, historien, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup de vous, Emmanuel Todd, à l'occasion de la sortie de votre livre intitulé Qui est Charlie? Sociologie d'une crise religieuse aux éditions du Seuil. Le Premier ministre a même écrit une tribune hier pour, dans Le Monde pour vous répondre. D'une manière assez sèche d'ailleurs, vous l'avez lu, évidemment je vais revenir sur ce que dit sur ce qu'a dit Manuel Valls, mais votre livre est présenté ici ou là comme un pamphlet contre le 11 janvier, contre ce qui s'est passé dans les rues de France le 11 janvier, c'est ça ou pas? Non, il y a une amorce, il y a une introduction qui peut paraître assez brutale, une mise en question de la bonne conscience des gens du 11 janvier. Vous parlez de manifestation de fausse conscience d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc je dis bien que moi je ne suis pas allé parce que je désapprouvais l'idée de se battre pour l'obligation de caricaturer Mahomet sur le personnage central de la religion d'un groupe le plutôt périphérique de la France. Ça me paraissait pas très classe parce qu'il y a un 20e de population musulmane en France. Mais je suis tout à fait pour le droit au blasphème. Moi je me bats pour le droit au contre-blasphème, si on peut dire. Mais l'essentiel du livre n'est pas dans l'ordre de l'émotion ou de la morale, c'est une tentative de reprise en main scientifique et de réflexion sur ce qui est vraiment passé. Oui. Et donc, en fait, au lendemain de la manifestation, en regardant la carte des intensités du nombre de manifestants dans toute la France, j'ai eu immédiatement l'intuition qu'il y avait un phénomène de fausse conscience, c'est-à-dire que ce que les journalistes racontaient sur les manifestations, et probablement sur ce que les manifestants spécialement parisiens d'ailleurs, se racontaient sur l'ensemble des manifestations, était faux. Parce que quand on fait la carte de l'intensité des manifestations, quand on confronte cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit des intensités, je veux dire, très fortes dans les anciennes provinces de tradition catholique, on voit des intensités très faibles dans les anciennes provinces de tradition laïque. Et donc, si vous êtes historien, anthropologue, spécialiste de sociologie religieuse, vous voyez des gens qui défilent au nom de la laïcité, de la défense de la laïcité, en masse dans les régions qui jusqu'à récemment étaient très religieuses, et vous voyez les vieilles régions laïques beaucoup moins motivées. Vous vous dites, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qu'il faut interpréter. Qui cloche? Alors, dans l'introduction, on va parler de l'introduction, puis après on parlera du reste du livre, parce que c'est un tout, ce livre. Mais dans l'introduction, vous parlez d'accès d'hystérie. Vous dites il y a une islamophobie des classes moyennes, une dévotion européiste des élites, un mépris du peuple. Une partie de la France n'était pas là, un flash totalitaire, manifestation de fausse conscience, je le disais. Enfin, vous êtes très rude. Non, alors écoutez, on peut voir ça comme ça, voir ça comme ça, mais il faut voir l'ambiance de l'époque. Les gens ne pouvaient vraiment... D'abord, on entendait des choses affreuses, ce qui est actuellement nié. Mais c'est tout à fait vrai qu'il y avait, au-delà de la belle conscience de la manifestation, on entendait tout autour de soi, dans ces classes moyennes auxquelles j'appartiens. C'est mon milieu, je le connais. Des trucs... Les gens se lâchaient. Privilégiés, nous faisons partie de ces classes moyennes. J'ai senti tout à fait un début de lâchage sur islamophobe, des choses que j'avais jamais entendues, des choses, je dirais, très étranges. Et souvenez-vous, je veux dire, c'était cette époque où on a convoqué des gamins de 8 ans dans des commissariats de police parce qu'ils avaient dit des absurdités sur les frères Kouachi. C'était une époque où l'État impose des minutes de silence dans les écoles, et les élèves indisciplinés ou qui sont réticents et qui n'obéissent pas à l'injonction sont traités comme des terroristes potentiels. C'est ça que j'appelle un flash totalitaire. Et la France se raconte des histoires sur sa propre tradition politique. C'est-à-dire que, moi je suis historien, et donc c'est vrai que la France, c'est l'un des lieux de naissance de la démocratie libérale et d'une démocratie libérale égalitaire. Et les deux autres lieux de naissance, c'est l'Angleterre et les États-Unis. Mais la France a en elle-même quelque chose dont les États-Unis et l'Angleterre ne sont pas capables, c'est-à-dire la sécrétion de régimes autoritaires et de tendances autoritaires à des moments particuliers. Il y a eu les deux Bonaparte, il y a eu le régime de Pétain. Ça n'est pas vrai que la tradition française est simplement libérale. Et il y a toujours dans ce pays la menace que des forces, des zones, des secteurs
prennent le contrôle et entraînent la France vers des formes d'expérience autoritaire. Il y a une tentation autoritaire aujourd'hui ? Il y a une composante autoritaire dans la culture française qui est plutôt logée dans la vieille tradition. Et elle s'est affirmée le 11 janvier, donc. Qui est plutôt, je dirais... associé à la tradition hiérarchique catholique. C'est-à-dire la France centrale est vraiment libérale, même on peut le dire anarchiste, incontrôlable, et comme elle est majoritaire, elle assure que dans la durée du temps, la France est incapable d'un régime totalitaire, elle est même probablement incapable d'avoir un régime autoritaire très longtemps, mais dans la périphérie de traditions catholiques hiérarchiques, il y a des traditions d'obéissance, de soumission à l'État ou à l'Église qui font que vous pouvez avoir des moments dans l'histoire de France où l'autoritarisme peut l'emporter dans certaines circonstances. Alors je vais aller jusqu'au bout, parce que vous parlez d'autoritarisme, vous dites nous sommes en train de vivre l'avènement d'une néo-république inégalitaire, vous dites nous vivons une hystérie laïciste et vous posez la question, est-ce que le PS est xénophobe? Alors, là c'est un peu vaste, hein, vous me faites baliser le champ, c'est une question qui prend tout le champ du bouquin, c'est bien, mais alors... c'est tout le champ du livre. Voilà, alors... Parce qu'on a réduit ce livre à l'introduction. Est-ce que vous pouvez diviser la question en trois? La première, c'était quoi? La première, c'était l'avènement d'une néo-république inégalitaire. Néo-république inégalitaire. Alors, quand on constate que cette manifestation était remplie de professions intellectuelles supérieures et de cadres, de gens plutôt de tradition. Si, ça, les coefficients de corrélation, la technique statistique utilisée montre une corrélation extrêmement élevée. Les régions, les villes de population ouvrière ont très peu manifesté. Et donc, vous avez ces gens qui sont sympas, c'est mon monde, c'est autour de moi. Vous voyez, et qui sont là et qui agitent les idées de liberté, d'égalité, et qui elles-mêmes se pensent dans la tradition républicaine française traditionnelle, mais qui sont en fait le support, je dirais, d'un régime économique très dur pour les populations ouvrières, très dur pour les gosses d'immigrés. La France est une vision. Ça sort toujours quand on parle des pays anglo-saxons, on les regarde de haut comme si c'était les lieux de l'inégalité, d'un libéralisme sauvage, et les Français se gargarisent toujours de satisfaction en pensant à leur état social. Mais la France est aussi la seule des grandes démocraties avancées qui accepte de vivre avec un taux de chômage à 10% comme si c'était normal. Vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire. Donc il y a une sorte de décalage entre ce qu'est la France vraiment et ce que, je dirais, le discours national se raconte sur lui-même. Et bien entendu, le Parti socialiste, je dirais, est au cœur de cette fausse conscience. Il est, à vrai dire, ce que montre le livre, c'est que le Parti socialiste, dont la croissance a commencé dans les années 60, qui a, si on peut dire, remplacé le Parti communiste comme parti central de la gauche, et probablement, c'est la conclusion fondamentale de ce livre. Exactement. C'est-à-dire, c'est très politique. Non, c'est-à-dire que la manifestation du 11 janvier, sa structure socio-professionnelle, religieuse, qui est la même d'ailleurs que celle du oui à Maastricht, il y a une sorte d'isomorphisme total, est une clé d'entrée extraordinaire pour comprendre le système de pouvoir. Vous dites tous, la plupart de ceux qui ont manifesté sont des européistes vraiment forcenés. Non, on ne dirait plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire que au moment de Maastricht, si vous voulez, on retrouve le même bloc. Il y a un concept qui est le bloc MAS, si vous voulez. Alors, M, c'est pour classe moyenne, A, c'est pour personnes âgées, et Z, c'est pour catholiques zombies. Donc vous avez le bloc MAS qui tient la France. Donc au moment de Maastricht, en 92, le bloc MAS, on le voit sur la carte, sur ce du vote, le bloc MAS est optimiste. Donc il accouche, grâce au Parti socialiste, du traité de Maastricht, du projet de monnaie unique, de l'euro. Comme on est dans un contexte de reflux des croyances religieuses, j'aurais tendance à penser que l'euro est un substitut. Alors là, la monnaie unique est un substitut d'unique, mais là, on est plus de 20 ans plus tard, et il est parfaitement clair que le projet d'euro a totalement foiré. Le rêve européiste est en capilotade. On est dans un monde qui ne sait plus où il va, qui désespère. Et ce qui m'effraie, c'est que, et ce que symbolisait pour moi cette manifestation pleine de bonne conscience, c'est que ces classes moyennes, ou ce bloc MAS,
comme on peut dire, ce bloc Maz, qui était optimiste, est en train de virer pessimiste, anxieux. Il est comme au centre d'un monde assiégé, avec, je dirais, des ouvriers relégués au fond des départements où l'industrie pourrit, des gosses d'immigrés désocialisés par des taux de chômage créés par la gestion économique. Et dans ce bloc Maz, l'européisme sympa est en train menace d'être remplacé par une forme assez subtile, mais quand même assez ferme d'islamophobie. D'islamophobie. Voilà. J'allais vous parler. Mais c'est vrai que c'est une interprétation globale, ou une tentative d'interprétation globale de ce qui se passe en fait dans la société française. Mais il n'y a pas que l'islamophobie qui conduit les réactions de la société française, Emmanuel Todd. Parce que on résume votre livre à ça. Mais non, mais je veux dire, je vais d'abord vous contredire et puis abonder dans votre sens. Alors, je vous contredis pour commencer. Allez-y. L'islamophobie, on a atteint le stade où des gamines de 16 ans n'ont plus le droit d'arriver en jupe longue. J'allais vous en parler. À l'école, on est au stade, on est au niveau de la phobie. Je veux dire, c'est clair qu'on n'est plus, on est dans un délire mystique anti quelque chose. Je veux dire, les gens maintenant se définissent comme athées. L'athéisme est devenu comme une religion. Avant, on était sceptique, religieux. Alors que 70% des Français, mais les gens ne croient plus en rien. Ne veulent pas, ne disent ne pas croire. Voilà. Mais alors, vous me dites, donc, j'atteins le stade du j'abonde dans votre sens. Il n'y a pas que l'islamophobie en France. Mais moi, en fait, ça n'a pas été tellement remarqué dans le livre, ou peut-être les gens ne veulent pas le voir. C'est que, c'est vrai que c'est un livre qui, dans ses conclusions, plaide pour un accommodement avec l'islam, qui n'est pas si important qu'on le dit, mais la vraie inquiétude du livre, et je dirais ce qui m'a mis en mouvement pour écrire ce livre en me pourrissant la santé en un mois et dans l'urgence, je veux dire, pour faire 240 pages à peu près argumentées et se lever à 3 heures du matin, il faut être motivé par quelque chose de fort. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est la montée de l'antisémitisme. C'est-à-dire, moi je suis d'origine juive, d'autres origines aussi, je viens d'une famille juive assimilée, mélangée, etc. Et je n'avais jamais cru possible de voir le retour d'un antisémitisme quelconque en France. Et donc, j'ai dû accepter, j'ai finalement, après l'histoire de Koulibaly et de l'assassinat de l'hypercacher, j'ai fini par accepter, alors que je résistais encore au moment de l'affaire Mera à Toulouse et de l'affaire du musée juif de Bruxelles, j'ai fini par admettre le retour, je dirais, d'un problème de l'antisémitisme et d'un antisémitisme véritablement menaçant. Mais je voudrais terminer parce que c'est vraiment fondamental pour moi. Simplement, comme je suis historien et sociologue, je ne me suis pas arrêté à la surface des choses. C'est-à-dire que, en première analyse, que ce qu'on va vous dire, les gens vont dire, ah bah oui, vous voyez bien. Je veux dire, c'est des gosses d'origine arabe, musulmane dans les banlieues, qui tuent des juifs. Et ça aboutit à une surdiabolisation de l'islam. Moi, c'est autre chose. C'est-à-dire, je vois bien l'interaction perverse qui existe entre le déchaînement de l'islamophobie et l'antisémitisme. Et je pars d'un modèle sociologique général, de sociologie religieuse générale, qui me permet de comprendre, ou qui force à admettre qu'il est évident que le développement de n'importe quelle passion religieuse ou anti-religieuse aboutira au développement de toutes les passions antireligieuses. Et donc toute croissance de l'islamophobie va mener à plus d'antisémitisme. Et si vous avez, par ailleurs, je termine. Très vite, parce que je voudrais vous parler de Manuel Valls. Et si vous êtes arrivé avec votre travail cartographique à une vision, je dirais, d'une manifestation anti-musulmane suractive dans les vieilles régions catholiques, qui étaient autrefois les lieux de support de l'antisémitisme, vous vous dites quelque chose ne tourne pas rond dans ce pays. La menace, en fait, pour les personnes d'origine juive, n'est pas forcément là où on croit qu'elle est. C'est ça la motivation fondamentale du livre. Que répondez-vous ce matin à Manuel Valls? Vous avez lu sa tribune, que lui dites-vous? Rapidement, parce que c'est pas... Que lui dites-vous? Alors, je lui dis, j'ai pris des notes. Alors, je dis que, d'abord, pour moi, le Premier ministre de la France devrait être en train de gouverner et ne pas s'occuper du débat intellectuel en France. Je veux dire, seul un Premier ministre désœuvré peut perdre son temps à faire des notes par des collaborateurs sur un livre qu'il n'a pas lu.
manifestement. Je veux dire, là, c'est de l'effet d'annonce. La première chose que montre, quand on a 10% de chômage, on ne perd pas son temps. Vous voyez, il y a d'autres personnes au Parti socialiste qui pourraient discuter ça. Donc ça, c'est la première chose. Ça montre que Manuel Valls ne gouverne pas. La deuxième question que je me pose, c'est... Alors, je me suis demandé si... cette espèce je me suis demandé pourquoi il se comportait comme s'il voulait faire vendre mon livre. C'est quand même curieux, parce qu'en fait, il fait une publicité énorme que je ne lui ai absolument pas demandé. Donc il doit avoir ses objectifs, peut-être ça l'occupe, je ne sais pas, mais pour moi, ça indique soit qu'il n'a pas lu le livre, une possibilité, soit qu'il est vraiment bête. Et les deux ne s'excluent pas d'ailleurs. On peut voir. Parce que si les gens de gauche qui vont lire ce livre, grâce à Manuel Valls, vont y découvrir les raisons ultimes de toutes les trahisons du PS. Ils vont découvrir dedans, dans une analyse scientifique donc le traître numéro 1, quoi. Sérieuse, ils vont comprendre pourquoi le PS a mis en place des politiques économiques inégalitaires qui détruisent le monde populaire français, qui détruisent les enfants d'immigrés. Ils vont découvrir que les zones de force du Parti socialiste en France sont toutes les régions qui, historiquement, ça s'analyse au niveau des structures familiales, ne croient pas en l'égalité. Ils vont découvrir que le PS a été, je dirais, subverti par des gens venus du catholicisme qui croient en l'inégalité et l'inégalité. En principe, Manuel Valls attire l'attention sur un livre. C'est un homme de gauche qui lit mon livre et qui en accepte les conclusions, logiquement, en le fermant, doit faire le vœu de ne plus jamais voter pour le Parti socialiste. Je ne comprends pas pourquoi il fait de la publicité pour ça. Bien, alors il dit... Parce que je résume ce que dit Manuel Valls, pour ceux qui n'ont pas lu. Cette manifestation du 11 janvier fut un cri lancé, une dignité, avec dignité, pour la tolérance et pour la laïcité, condition de cette tolérance. Un cri contre le djihadisme, un refus d'amalgame. La caricature a toujours eu un rôle essentiel dans la construction de l'opinion publique. Elle est le plus souvent du côté des faibles et des discriminés. Dans les cortèges, chaque citoyen comptait l'égalité, comptait à égalité, quelles que soient ses croyances, ses origines, sa couleur de peau, sa classe sociale. Le cynisme ambiant de la part d'intellectuels qui ne croient plus en la France. Là, c'est pour vous. Oui. C'est pour vous. C'est à ça que je vais répondre. Alors, cynisme ambiant, vous ne croyez plus en la France? Alors, tout le reste, c'est le blabla du système médiatique du 11 janvier. Mais le seul truc auquel je crois qu'il est nécessaire pour un type comme moi de répondre, parce que c'est quand même très important. Il dit, en fait, ce qu'il dit, il accuse des gens qui n'y sont pour rien. À ma connaissance, je ne suis pas au pouvoir. Je me suis battu contre l'euro qui bousille la société depuis maintenant un certain temps. Et je me trouve avec d'autres, comme il dirait, en situation d'accusé du mec qui ne fait pas son boulot, qui est un cynique, qui crache sur la France. C'est tout à fait étonnant. Et qui, surtout, a le péché, commet le péché de ne pas être optimiste. Alors, renversons. Vous voyez, vous avez Manuel Valls est optimiste. Alors, peut-être que pour lui, ça va pas mal. Je suis sûr que son plan de carrière... Mais non, attendez, je termine. Oui. Non, il est optimiste. Alors, nous avons un Premier ministre qui est optimiste. Le taux de chômage est à 10%. Il augmente. L'islamophobie se répand. L'antisémitisme se répand. Et il trouve que la France va bien. Mais ce type, je veux dire, c'est juste insensé. Vous savez ce qui me vient à l'esprit? C'est lui qui m'a accusé. Donc j'ai tous les droits en termes de réponse. Pour moi, l'optimisme de Manuel Valls, c'est l'optimisme de la Révolution nationale et du maréchal Pétain. Lui aussi accusait les Français résistants, je veux dire, d'être des Français pas bien. Et là, on retombe sur la logique du livre. On se dit, mais oui, peut-être c'est... Vous voyez? Même logique entre Manuel Valls et le maréchal Pétain. Je dis que accuser des gens qui sont critiques de la situation épouvantable dans laquelle est leur pays, d'être des défaitistes, je dirais des mauvais Français quelque part, de ne pas faire leur boulot, alors qu'on est soi-même responsable de la gestion des choses, qu'on est au pouvoir, qu'on pourrait tirer la France de l'ornière, qu'on pourrait la sortir de l'euro, on pourrait faire quelque chose, c'est juste, ça n'est pas acceptable moralement. Un Premier ministre de la France n'a pas le droit de faire des choses comme ça. D'abord, il n'a pas le droit, on n'a pas à avoir d'intervention de l'exécutif français dans la vie intellectuelle du pays. Ça aussi, c'est du pétainisme. Vous ne vous rendez pas compte, on ne se rend plus compte.
Les gens qui prennent l'intervention de Manuel Valls comme une élévation du débat ou une contribution au débat ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qui va, avec la reprise en main dans l'audiovisuel du secteur public, avec les obligations de faire des minutes de silence, il y a, peut-être qu'il est en train d'essayer de faire passer le fait que le Parlement est en train de voter, ou a déjà voté, je n'ai pas suivi, une loi sur le renseignement, une loi sur le renseignement qui est potentiellement liberticide. C'est dans ce contexte. Je veux dire, il faut prendre les menaces à la liberté au sérieux, mais c'est comme le 11 janvier, les menaces à la liberté ne viennent pas de là où on croit. Vous avez en ce moment en France, c'est le bloc Maz, avec à sa tête actuellement le Parti Socialiste, Manuel Valls et François Hollande, il ne faut pas le laisser hors du coup, celui-là quand même, lui aussi c'est un catholique zombie, qui hurle le mot de liberté, qui hurlent le mot d'égalité et qui font des politiques économiques radicalement inégalitaires et qui détruisent une partie de la société française, et puis, je dirais, qui font des politiques concernant les libertés publiques, etc., qui sont potentiellement liberticides. Vous voyez ? Ils sont les représentants de la mauvaise France dans l'histoire, mais ils prétendent être les représentants de la République, de la liberté et de l'égalité, et en ce sens, ce sont des imposteurs. Emmanuel Todd, qui est Charlie, sociologie d'une crise religieuse, c'est aux éditions du Seuil. Il est 8h57.